Alors, 8e épisode de la saison 5 de la balado avec Fred Savard, bien sûr. Cette balado porte mon nom. Ça serait même maudit que je sois pas là. Hélène Faradji! Hey, salut! Ça va? Oui, et là, on est encore un peu en cavale, mais dans la maison, Ouais. mais au rez-de-chaussée. Chaque semaine, c'est différent. Il y a des surprises comme Avec ça. une table que j'ai teint. Elle est très belle. J'ai reteint la table parce qu'il y a eu un petit accident de fondue chinoise l'an dernier. Et que vous vous livrez. Hein. Aujourd'hui, on ouvre les vannes. Il y a une scrap, il y a une nappe qui s'est scrappée et un vernis, mais là, voilà. Et les luxueux studios ne sont toujours pas prêts. Donc, Ils sont en rénovation. Voilà, ils sont en voie d'être luxueux. Oui, ça s'en vient, ça s'en vient. Mais j'aime ça. On est comme au rez-de-chaussée. Bah puis, oui, on voit dehors oui. pour une fois. Voilà. On a du plaisir. Oui, c'est vrai. Ouais. Je suis bien heureuse d'être là pour... c'est le dernier sprint pour enterrer 2022. Hein. Il reste quoi, 2 mois et demi, puis... Petit bilan comme ça, rapide, sympa comme année. Hein, vraiment. Oui, particulièrement cette semaine. Ouais, super sympa. J'en veux une comme ça. Bon, mais non, j'ai eu envie cette semaine qu'on fasse quelque chose que je n'ai pas encore fait à la balado, c'est-à-dire tester une théorie. Oh! Ouais. C'est intéressant. Le hasard du calendrier a fait que j'ai vu plusieurs films qui, a priori, ont rien à voir les uns avec les autres, mais ça a allumé quelque chose et j'ai eu envie de vous en parler. Alors, je suis peut-être complètement dans le champ, mais on va l'essayer. Hein. Vaut mieux essayer de réfléchir et de proposer des idées que d'attendre la fin du monde en petite boule sous la couette. Voilà. Donc ma théorie, elle concerne la présence symbolique des animaux dans notre cinéma fin novembre 2022. Mais avant, faut que je place quelques briques. Hein. Je vous ramène dans une de mes premières chroniques pandémiques. Ah oui. On s'en souvient. Hein. Oui. Oh, c'était le fun. La balado, chacun chez soi, qu'on avait du plaisir. Mais dans une de ces premières... D'ailleurs, vous m'avez ramené le micro que je vous avais prêté pendant la pandémie. 2 ans et demi plus tard. J'avais oublié. Je m'étais posé dans cette première chronique une question qui m'habite encore aujourd'hui, c'est-à-dire comment est-ce que tout ça, ce grand bouleversement, allait infuser l'imaginaire de nos créateurs et de nos créatrices. Parce que c'est sûr que ça allait arriver. Là. Évidemment. En gros, je m'étais demandé à l'époque, donc début 2020, à quoi allaient ressembler les films, les livres, les séries de l'après. Alors, même si nous, on voit très très bien qu'on n'est pas du tout dans l'après. Hein. Les hôpitaux débordent, il n'aurait jamais fallu enlever les masques. Voilà, c'est ça. Nos gouvernements nous ont dit, vous êtes dans l'après, donc moi je suis une bonne citoyenne, je suis polie et obéissante. On est dans l'après. Voilà. Hein, l'économie a ses raisons que la santé ne connaît pas. Et voilà. Donc, qu'est-ce que ces 2 années de merde ont laissé dans l'inconscient de nos créateurs? Alors, dans cette première chronique, je m'étais dit, c'est évident, il y a 2 choses qui vont ressortir. D'abord la peur, ensuite la comédie. La peur, j'étais pas trop dans le champ parce qu'effectivement, les 2 dernières années, oui, ça a été une crise assez terrible dans le merveilleux monde du cinéma, sauf pour le cinéma d'horreur. Des hordes de spectateurs se sont rués voir Nope de Jordan Peele. Des nouveaux auteurs se sont établis comme des petits maîtres, Zach Cregger avec Barbarian ou Ty West avec X. Des jeunes femmes ont flirté avec l'horreur, le fantastique, le genre pour inventer un cinéma plein de gouailles, plein de panache. Je vous conseille 2 films français formidables, Rodéo de Lola Kivoron et Les 5 Diables de Léa Missius. Ah ouais. Et le genre de l'horreur a joué, comme il l'a fait tout au cours de l'histoire du cinéma, son rôle de soupape de sécurité. Hein. Si on observe les lignes de crête du cinéma d'horreur, les grands moments, ils coïncident toujours avec des grands moments d'angoisse collective, crises, que ce cinéma-là, justement, nous permet d'évacuer en nous faisant hurler, frémir. En plus, ils coûtent en général assez peu cher, ils sont très rapides à faire. Donc, ce cinéma-là... Ah, je savais pas ça. Il fonctionne. Il y a une corrélation à faire. Complètement. Dans les années 70, les grandes crises économiques, tous les grands bouleversements sociaux, ça a toujours accompagné des résurgences du cinéma d'horreur. Et effectivement, depuis 2 ans, c'est ce qu'on voit sur nos écrans. Ça fonctionne encore et toujours. Au point qu'on peut se demander si l'horreur, c'est pas comme l'or, c'est-à-dire la seule valeur sûre dans le monde culturel. Bon, donc on l'a eu, le cinéma d'horreur qui s'est faufilé jusqu'à nous pour qu'on capote pas trop. Pour ça, j'avais pas entièrement tort. Par contre, pour la comédie, je m'étais fourré le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate, rien. Pas une comédie à l'horizon sur le grand radar du cinéma 2020-2022.
sauf peut-être la fameuse Palme d'Or, Triangle of Sadness de Ruben Östlund, qui est une satire des comportements des riches et célèbres, mais sur le mode humour de malaise. Mais pour les grandes comédies rassembleuses, on n'y est peut-être pas encore. Non, en fait, ce qu'on voit, ce qu'on observe, ce sont des grands réalisateurs, des grands maîtres qui retournent leur lentille vers hier, vers leur enfance, leur adolescence. Steven Spielberg avec The Fabelmans, qui va sortir dans très peu de temps. James Gray avec Armageddon Times, qui revient dans les années 80. Geste hyper nostalgique qui amène à se demander si c'est pas ce que nous, humains, faisons de mieux. C'est-à-dire, quand ça va mal, on regarde en arrière, non pas pour se réconforter, même pas pour se dire c'était mieux avant, mais pour se dire au moins il y a eu avant. Ce qui, à mon sens, est bien le signe d'un désespoir assez profond. Tout à fait. Parce que quand on est rendu là, via la culture, à abdiquer devant demain, pour juste revoir hier, c'est que vraiment tout est pas mal cause perdue. Il y a plus beaucoup d'espoir. Ouais. Non, donc comédie, humour, on repassera. Ceci dit, je me permets une mini parenthèse pour qu'on n'aille pas immédiatement se tirer une balle dans la bouche tous ensemble. C'est un one-man show que j'ai découvert sur Netflix, signé Panayotis Pasco, un jeune humoriste français, qui a été co-réalisé et co-écrit avec Adib Al-Khalidé. Ça m'a beaucoup surprise. Dans le générique, on voit ça. Le show s'appelle Presque. C'est très, très drôle, mais c'est surtout très, très touchant. Pourquoi ? Parce que c'est un jeune homme qui nous fait rire en apprenant à exprimer ses émotions dans un monde qui ne veut rien en savoir. On écoute un petit bout. J'ai pas réussi à dormir. J'ai fait une grosse insomnie, ça m'a rendu ouf. D'ailleurs, arrêtons avec ce terme. Insomnie, c'est vraiment un mensonge. C'est vraiment un cache-misère qu'on emploie pour pas dire la vérité. T'as une petite mine, Bertrand, en ce moment. Oui, mais je fais des petites insomnies, tout va bien. Venez, on dit la vérité. Venez, on apprend à dire, c'est vrai, en ce moment, c'est parce que j'ai des problèmes dans ma vie, mais je suis trop lâche pour y penser en journée. Donc j'y pense le soir, et je pleure. Et vu que je suis allongé dans mon lit, mes larmes coulent dans mes oreilles, et j'écoute ma tristesse. Et toi, ton week-end dans les Cévennes, Eric? On sent la parenté... Avec Adib, non, vraiment un très joli stand-up. Cela dit, Hélène, quand je préparais l'extrait pour le mettre dans ma grosse machine d'extrait, j'ai tiqué un peu. Dites-moi. Et évidemment, je vais aller voir le spectacle. Sur le « Je suis trop lâche pour penser à mon malheur le jour », je trouve qu'il y a quelque chose de pas performatif. Oui, mais parce qu'on est dans cette société-là où on veut pas entendre que ça va mal. Personne nous laisse l'espace de dire non, ça va pas. On attend de nous qu'on soit de bonne humeur. C'est tout bête. C'est comme ça. Il faudrait que je voie le spectacle là, parce que là, c'est un extrait. Ça va. Vous allez répondre oui, ça va. Non. Pas vous. Non, pas tout le temps. Non, mais mais je trouvais que la formulation, je suis trop lâche pour penser à mes problèmes le jour. Je trouvais que il retourne ça contre lui beaucoup, ce qui est un réflexe qu'on est plusieurs à avoir. Tout à fait. Mais ça dit aussi quelque part qu'on est dans un monde où la faiblesse, la vulnérabilité, les failles, on n'y laisse pas beaucoup d'espace. Mais je vais aller regarder. Donc, répétez son nom. Son nom, c'est Panayotis Pasco. Le show s'appelle Presque. Puis c'est sur Netflix. Co-écrit, co-réalisé avec Adib Al-Khalidé. C'est formidable. Faudrait que je le reçoive, Adib. Voilà. C'est peut-être une occasion. Non, je voulais que la balado soit un safe space d'humoriste. Oui. Parce que ce milieu est particulièrement toxique. Puis ils me font plus rire ben. Mais Adib, j'avoue que c'est un des rares mots de Landry aussi. Ouais, je trouve qu'effectivement, il y a une parenté entre les deux dans cette façon d'exprimer quelque chose de très intime, qu'on ne met pas de l'avant souvent, surtout pas dans les shows d'humour. De gars. Oui, tout à fait. Non, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Je vais aller voir ça. Bon, mais je reviens à mes animaux. C'est une voie qui a été explorée par les cinéastes récemment et qui me surprend complètement. J'avais pas du tout vu venir. C'était pas sur votre radar. Non, j'avais pas du tout vu venir ça, alors que j'aurais dû le savoir. Les grands, les vrais, c'est pas des artisans, c'est même pas des maîtres, c'est même pas des antennes collectives, ce sont des poètes. Et qui dit poète, dit symbolisme. Je sais pas comment. Évidemment. Je sais pas si vous êtes ultra cynique. Non, je suis pas cynique. Je suis pas cynique, mais c'est pas mon réflexe d'aller vers la poésie alors que je devrais. Je devrais avoir cette sensibilité-là et je j'arrive pas à l'avoir. C'est malheureux. D'ailleurs, auditeurs, auditrices, si vous avez un guide 101 de où commencer, quoi commencer. Marie-Hélène Voyer.
Bon, ben voilà. Mourons des chants, je vais vous le prêter. D'accord. Moi, c'était mon déclic. Bon, ben moi, Moi aussi, j'étais perméable à la poésie. Je l'attends un peu. J'ai toujours du mal à aller vers ça, mais pourtant, là, j'ai vu des films qui m'ont fait comprendre que des poètes, c'est pas forcément. Vous avez vu juste... le 3 décembre, hein? Oui, c'est ça. Voilà, je vais vous parler de. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis allée rattraper en fait un film que j'avais raté pendant mes vacances, un film qui est drôle, qui est sombre, théâtral, existentiel. Ça s'appelle The Banshees of Inisherin de Martin McDonagh, qui avait fait Three Billboards, qui avait fait In Bruges, et qui cette fois nous amène sur une île au large des côtes irlandaises. On est en 1923, la guerre civile fait rage, mais pas sur l'île, quoique. Et l'histoire est d'une simplicité extraordinaire. C'est l'histoire de Padraig, qui tous les jours va chercher son bon ami Colm pour aller au pub. Mais ce jour-là, le jour où on le rencontre, Colm refuse de lui parler, sauf pour lui dire que leur amitié est finie. Oh! Net, frais de sec, comme ça. Et je vous passe l'incroyable profondeur du film, les mises en abîme, les décors spectaculaires de maisons en pierre battues par les vents durs de la côte irlandaise, la lumière qui caresse, qui cisèle. J'ai juste besoin de vous dire, prix du scénario et du meilleur acteur pour Colin Farrell à Venise. Allez voir ce film qui fait autant de mal que de bien. On en écoute un petit extrait. Colin, Sonny, Larry. Didn't you and he used to be the best of friends? We're still the best of friends. No, you're not. Who says we're not? Sit somewhere else. Now, if I've done something to you, just tell me what I've done to you. But you didn't do anything to me. I just don't like you no more. You didn't like me yesterday. Why does he not want to be friends with you no more? What is he, 12? J'étais allé voir la bande-annonce au complet. Moi, je vais aller le voir au cinéma du Parc, parce que je sais qu'il est présentement à l'affiche, puis au cinéma du Parc, il y a les sous-titres systématiquement. Ça prend les sous-titres c'est parce obligatoire. Que l'accent est à couper au couteau. J'y comprenais rien. Et j'ai appris que la merde de poney dans l'accent, c'est un accent irlandais? Oui. C'est la pony shite. Shite. Et pas shit. Oui, il y a plein de mots comme ça, assez amusants. Mais ça a l'air très, très bon. C'est très, très bon. Et notre Padraig, qui est joué donc par Colin Farrell, ben évidemment, il le vit très mal. Ben oui, c'est une rupture. Il se retrouve seul, interloqué. Il vit avec sa sœur dans une maison où il s'occupe de quelques vaches, de quelques moutons et d'un âne miniature, Jenny. Alors au début, on ne fait pas vraiment attention à Jenny. Hein. C'est le petit âne dans le fond de l'image qui trotte derrière Padraig, qui entre dans la maison, qui enrage sa sœur, qui farfouine un peu partout, sans qu'on lui ait rien demandé. Mais Jenny va devenir centrale au récit, puis je vous dirai rien. Mais elle va tellement devenir centrale qu'en voyant le film, je ne pensais plus qu'à la bande-annonce qu'on m'a montrée avant Banshees of Inisherin, qui est celle de EO, un film de Jerzy Skolimowski, vieux maître polonais de 80 ans. À chaque fois, vous me pitchez des noms de réalisateurs que je connais pas. Skolimowski, il est extraordinaire, vieux bonhomme, vieux ronchon, plus de 80 ans. Je l'aime déjà. Ouais, je pense que vous allez l'aimer beaucoup. Et qui a donc tourné ce film avec un budget rikiki, qui a gagné le prix du jury au dernier festival de Cannes, et qui s'inspire de Bresson pour raconter l'histoire d'un âne. Ah ouais. Éo, le fameux Éo, né dans un cirque, et qui va traverser l'Europe avec ses beaux yeux grands tristes, tout ouverts sur ce que devient l'humanité. Et vous dire combien j'ai hâte de voir ce film dont la seule bande-annonce m'a mis les larmes aux yeux. Je ne peux pas vous la faire écouter, c'est juste de la musique, mais allez la voir. Oui. Allez la voir, c'est extraordinaire. Et en voyant Banshees of Inisherin, donc le film irlandais, j'ai peut-être compris pourquoi il y avait quelque chose de plus que de simples ânes qui m'émouvaient dans tout ça. Pourquoi... C'est quand même drôle, on parle de deux films avec des ânes. Exactement. Et pourquoi ça ne pouvait pas être une coïncidence que deux films à peu près concomitants, réalisés par deux vieux bougons, l'un irlandais, même s'il est né en Angleterre, l'autre polonais, en effet le cœur de leur récit en 2022. Parce que, Fred, si on y réfléchit, un âne, c'est quoi? C'est l'animal qui travaille, l'animal qu'on exploite, pas pour ce qu'il peut produire, comme les vaches ou d'autres animaux dont on exploite ce qui est produit. Non, on l'exploite pour sa force physique, sa capacité à charrier des trucs, à transporter. C'est le sel de la terre, l'âne. C'est la force ouvrière brute. Et c'est aussi dans ces deux films, un que j'ai vu, l'autre je présume, mais je pense que je ne me trompe pas trop, les seuls à qui il reste de l'humanité. Quand le monde des hommes a viré complètement zinzin.
C'est le seul reliquat possible de bonté, de partage, de douceur, quand les hommes s'entretuent, saillissent, se divisent ou sont en guerre. C'est, l'âne, le seul espace où il reste ce que nous, humains, avons perdu. Et là, voilà ma théorie, Fred. Je suis sortie de ces visionnements-là profondément touchée, parce que je crois que cette présence des ânes, elle nous renvoie exactement à ce qu'on a vécu pendant 2 ans. Une classe prolétaire exploitée, brimée, utilisée pour sa force à nous porter sur ses épaules, nous les privilégiés, mais une classe qui est restée la seule à faire preuve d'humanité, à se dévouer, à nous soigner, à nous témoigner de la bonté, même quand on refusait de se faire vacciner. Ouais, le personnel soignant, les emballeurs, ceux et celles qui n'ont pas eu le luxe du télétravail, qui ont torché nos hôpitaux, nos épiceries, nos services de base, qui se sont occupés de nos enfants, les 2 mains dedans, pendant que nous, on pleurnichait sur notre liberté perdue. 2 films viennent de rendre hommage par la figure magnifique de l'âne à ces hommes et ces femmes. 2 films qui viennent de le faire avec poésie et finesse, sans complaisance, sans bêtise, ce que nous, on n'a pas vraiment su faire, ou alors du bout des lèvres. 2 films qui viennent, par la grâce d'Anne, de dire merci, de reconnaître l'abnégation, la souffrance de beaucoup de gens, tout ça par la simple présence d'un animal à l'écran. Là, vous allez me dire, ouais, mais les autres animaux, alors, les chevaux, les chiens, les chats, les bergers allemands, tiens, qu'on a dressés pour attaquer les Noirs. Ils nous disent quoi de notre humanité en péril, Fred ? Ce sera pour un prochain épisode. Ah, merci Hélène. Quelle belle réflexion. Là, il y a des gens qui vont se dire pourquoi on n'a pas parlé Pourquoi de tout ce qui ébranle le milieu médiatique, c'est-à-dire ce retour de l'affaire Julien Lacroix dans la presse. Bon, moi-même, avant, je savais que vous veniez aujourd'hui. Là, on est le vendredi 18 novembre. L'épisode va être entendu la première fois le 19 novembre. J'étais pas sûr, mais je me disais, c'est sûr que c'est un sujet qu'Hélène voudrait aborder, mais absolument, vous avez décidé de le quelque chose d'intéressant. En fait, c'est comme tout le monde, quand j'ai lu cet article de la presse qui revient sur... Conjointement avec... Marie-Ève Tremblay, du 98.5. Quand je l'ai lu, j'ai, comme beaucoup de monde, je crois, ressenti un malaise que je ne savais pas très bien identifier encore. Et je me suis dit, oui, je veux en parler à la balado, évidemment. Mais je crois que je suis trop en colère. J'ai besoin d'y penser un petit peu. Et on a ce luxe-là. On a ce luxe-là. Alors, je sais que ce sera mon sujet de la semaine prochaine. Vous soyez prévenus. Mais j'avais besoin, je crois, de me faire une tête, et j'avais besoin de réfléchir aussi via le cinéma, parce que c'est mon outil principal pour penser le monde. Et ça tombe bien, parce qu'il y a un film qui s'appelle She Said, qui est très attendu, qui est une adaptation de ce bouquin écrit par les 2 journalistes du New York Times sur comment est-ce qu'elles ont fait éclater l'affaire Weinstein. Mon Dieu, OK, oui. Donc c'est intéressant, ça, de mettre ça. On est vraiment avec ces 2 choses très, très proches, et je pense que j'ai besoin de laisser la colère retomber avant de savoir exactement quoi en penser de tout ça. C'est intéressant, fait qu'on va vous écouter la semaine prochaine. De toute façon, il va y avoir d'autres rebondissements, parce que y en a ça beaucoup, n'arrête pas. Mais moi aussi, j'avoue que je sais pas trop quoi en penser, mais j'ai déjà des petites... des idées qui fusent, mais on va laisser reposer. Donc, la semaine prochaine, ce sera le sujet. Je vous garde pour la présentation du prochain segment, Hélène, parce que j'ai besoin d'un témoin à charge. D'accord. Il est arrivé la pire affaire qui peut arriver à quelqu'un qui fait de la radio ou de la balado. J'ai enregistré une entrevue passionnante et j'étais pas dans mon environnement. J'étais dans un autre studio parce que c'est pas fini ici, puis je pouvais pas... puis on était plusieurs, fait que ça me prenait un endroit où on pouvait accueillir plusieurs personnes. Et j'étais pas avec le logiciel que j'utilisais habituel, je savais pas c'était pas ma console. Il y a quelque chose... Les gens vont dire, franchement, d'une console ou l'autre, il n'y a pas de différence. Non, c'est comme des pantoufles. Et j'ai fait un beau 49 minutes d'entrevue. Magnifique. Et mon ordi a planté. Et je n'avais rien sauvegardé parce que normalement, moi, je sauvegarde sur une carte. Oui. Donc, mécanique, SD, là, c'est presque mécanique. Bon. Et on a refait l'entrevue, cela dit. C'est ce que je vais vous présenter maintenant et je voulais que vous soyez là pour vous témoigner de ma bêtise. C'est un essai
qui a été publié chez Somme Toute qui s'appelle « Jouer sur le banc ». C'est une réflexion féministe sur l'improvisation. Oh. Et c'est vraiment particulier parce qu'au début, je me disais, mon Dieu, j'ai hâte de voir comment on va m'intéresser pendant 200 quelques pages. Et on a fait plus que ça. C'est vraiment passionnant. C'est Emmanuelle Walsh-Vigneault, qui est une improvisatrice, qui était étudiante. De toute façon, vous allez voir, on l'explique au début parce qu'il y a une démarche particulière. C'est une maîtrise qui a pas abouti. Ah, OK. Et qui est devenu un essai. Il y a Lucie Joubert également, qui était professeure à l'époque, qui est maintenant directrice de l'Observatoire en humour, et Sylvie Potvin, qui a dû partir pendant l'entrevue, mais qui était tout le long avant. Et je veux m'excuser à ces 3 personnes, parce que c'est la première fois que ça arrive. On a réussi à refaire une prise, et c'est une bonne entrevue, mais on l'a refait sur la console qui n'est pas la mienne. J'avais juste une bande. J'avais pas chaque micro séparé comme normalement. Fait que vous allez voir, le son n'est pas ce qu'on entend habituellement, mais c'est très... Je suis sûre les gens vous pardonneront. Ben voilà, mais je voulais quand même le dire et m'excuser auprès de ces 3 femmes, mais voilà. Alors, on va aller tout de suite écouter cette entrevue pour un essai vraiment étonnant que je vous invite à vous plonger dedans par la suite. Merci Hélène. Merci. À la semaine prochaine. Oui. J'ai déjà hâte. Oh oui. Là, je dois dire aux gens, il est arrivé la pire affaire qui peut arriver en balado. On a enregistré une magnifique entrevue et mon ordi a planté. Parce que là, je suis pas chez moi pour toutes sortes de raisons. Je ne peux pas enregistrer chez moi. Et j'ai autour de la table des gens qui ont décidé de rester quand même au lieu de dire « Ha ha, maudit pioui ». C'est les invités de l'essai de la semaine, jouer sur le banc, les filles dans le monde de l'improvisation. Donc, j'accueille Emmanuelle Walsh-Vigneult. Bonjour. Bonjour. Je suis enseignante de littérature au Cégep de l'Outaouais et improvisatrice depuis 2004. Lucie Joubert. Bonjour, professeure retraitée de l'Université d'Ottawa. Je suis maintenant directrice de l'Observatoire de l'humour de Montréal. Et Sylvie Potvin qui regarde son téléphone parce que vous avez un rendez-vous. Oui. Mais c'est bon, là, ça ne sonnera pas bon. pendant l'entrevue. C'est un essai vraiment particulier parce que c'est une maîtrise qui n'a pas été terminée, Emmanuelle Walsh-Vigneult. Là, je sais que je résume un peu. Expliquez-nous un peu le déclic. Vous êtes aux études. Oui, je faisais mon bac en lettres françaises. Oui. Puis à l'arrivée à la maîtrise, je voulais me spécialiser en littérature féministe. Oui. Dans notre département français, il y avait une prof tout indiquée pour diriger cette thèse. Elle est avec nous? Exact. C'était et ce serait encore Lucie Joubert. Oui. Fait qu'elle m'a pris sous son aile à un moment où je voulais pas travailler là-dessus. Particulièrement, là, parce que dans ma tête... C'est pas évident de trouver un sujet, hein? Puis c'était loin, parce que c'était pas de la littérature dans ma tête. Il y avait pas de corpus écrit. Non, c'est ça. C'était pas tangible. Ouais. Mais Lucie m'a convaincue. Mais Lucie, vous trouviez qu'il y avait un sujet, là, l'impro? Absolument, parce que c'était une idée, c'était un bloc compact. Là. Moi, je me disais, c'est extraordinaire parce qu'Emmanuel avait déjà en tête cette espèce d'idée du compte-rendu d'une réunion que les filles avaient tenue, dans laquelle réunion elles exprimaient des doléances, puis on partait de là pour voir si ça avait changé le cours des improvisations dans les années 80. Et je me disais, mon Dieu, c'est ramassé comme sujet, c'est faisable, on y va. Ouais. Mais là, c'est un boulet quand même pour vous. La maîtrise. Oui, non, mais vous le dites comme ça dans le livre. Ben, c'est parce que j'ai commencé ma maîtrise au moment où j'étais engagée au Cégep de l'Outaouais pour enseigner. Fait que j'ai changé pour faire ça à temps partiel, puis je me suis tirée dans le pied en faisant ça, parce qu'à partir du moment où je commence à corriger, la rédaction prend le bord. Je comprends. Fait qu'après une 3e demande de prolongation de rédaction, l'université a dit non merci. Ça a été un peu... pas de délivrance, parce qu'à la fin du livre, vous dites c'est une bonne chose, dans le fond. C'est une bonne chose parce qu'il est arrivé si j'avais fini dans les temps, j'aurais fini en 2017, avant la première vague MeToo. Puis il s'est passé tellement de choses depuis que oui, c'est une bonne chose que ça soit sorti en 2022. On a pu rajouter plein d'entrevues aussi. On a pu parler beaucoup plus de la situation aujourd'hui en impro. Bon. Fait que c'est plus actuel, au final. Là, il faut dire que la démarche, une partie de cette démarche, cette réflexion féministe sur l'impro qu'on retrouve dans cet essai-là, c'est que vous avez revu beaucoup d'improvisations des années 80, vous les avez analysées, et Lucie, vous l'avez évoqué rapidement, c'est pour ça que Sylvie Potvin, vous êtes là. Il y a une réunion des joueuses en 1981, le 7 novembre 81, un rapport de réunion des filles joueuses de la LNI qui est déposé, 17 joueuses qui sont pas heureuses. Ils sont pas contents. Voilà. On n'est pas contente, on va jouer, on trouve qu'on se fait tasser. Rappelons qu'en 81, la LNI est... Ça marche, c'est hot. Oui, là, c'est la nouvelle chose. Oui.
Puis c'est nous, télévisé. Encore en 81, c'est-tu télévisé? Non, pas encore. Je pense en 82. Ouais. Ça a commencé. Mais il y a un gros buzz. Après. Gros buzz. Et nous, on veut notre place, puis on essaye de prendre notre place, puis ça ne fonctionne pas, puis il y a quelque chose dans les codes qu'on ne comprend pas. On n'a pas tous joué au hockey. J'imagine, à l'époque, le hockey féminin est assez anecdotique. C'est pas comme aujourd'hui. L'allégorie, on voit l'improvisation, mais la rudesse qui est permise dans le hockey, on n'a pas l'habitude de ça. Alors, on va sur la glace, puis on revient avec l'ego blessé un peu, puis là, on se dit, écoute, on va s'organiser, on va changer ça, ce qu'on essaie de faire. Alors, dans le manifeste, on demande d'éliminer les claques et on demande aussi de faire des camps d'entraînement pour connaître le code du jeu qui a été conçu par Gravel, Marcel Sabourin, Yvon Leduc. Des passionnés de hockey. Des gars. Ils n'ont pas invité. Ils n'ont pas invité Paul Pelletier à faire partie de cette gang-là. Mais si je me rappelle, la conjointe de Robert Gravel, Anne-Marie Laprade, était quand même impliquée dans ce processus-là aussi. Je ne crois pas qu'elle assistait Avancez-vous, Sylvie, parce qu'on vous entend pas bien. C'est pour ça qu'on a recommencé, on n'entendait pas tantôt. Oh, menteur! Non, mais attendez, là c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez décidé, Emmanuel, donc, de faire une analyse féministe de cet univers-là de l'impro dans les années 80. Vous avez joué beaucoup, vous jouez encore. Donc, on va parler aussi d'aujourd'hui, comment ça s'est développé. Faut quand même le dire, Sylvie Potvin, à l'époque, il y a déjà une réflexion énormément sur le théâtre non mixte, sur comment les femmes peuvent mieux prendre leur place dans l'univers culturel en général. Paul Pelletier a quitté le théâtre expérimental de Montréal avec Robert Gravel. Il y a quand même cette réflexion-là. Et c'est un milieu qui est très progressiste, les comédiens. Et malgré tout, vous ne trouvez pas votre place sur la patinoire. Parce que la parole, la formulation de 17 filles en réunion, c'est pas ça qui change le cadre, qui change le fatum, la situation, le jeu de gars entre gars depuis des siècles. Nous autres, on arrive, on veut que ça change, mais ça fonctionne pas aussi vite qu'on le veut, c'est tout. Mais on l'a essayé. Ce qui est positif quand même dans ce qu'on appelle, nous autres, le manifeste, votre manifeste, c'est que vous étiez issus des bouleversements féministes des années 70. Donc, tout ce travail-là de collectivité, là, de revendication collective, vous en aviez presque l'habitude. Donc, moi, je trouve ça, au contraire, très positif. C'est sûr que ça n'a pas amené des changements si extraordinaires que ça sur le coup, mais quand même, c'est grâce aux années 70 que vous avez vécu aussi bien que moi, ça a fait en sorte que vous avez dit, OK, nous, on va faire ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire se ramasser en collectif et exprimer des doléances, ce qui aurait été impensable, je pense, dans les années 60. Là. Pour moi, ça, déjà, c'était très positif. C'est un gros pas en avant. Cela dit, est-ce que vous avez vu la différence, Sylvie Potvin? Puis là, on va revenir à Emmanuel tantôt, parce que vous avez regardé ces impros-là. Est-ce que vous avez senti une différence? Je ne me rappelle pas de l'avoir vu consciemment, la différence. Si vous vous en rappelez pas, c'est parce que... Non, c'est pas là. Écoute, ça fait 40 ans. À votre défense, vous êtes arrivé la saison où ça commençait aussi. Bon. Donc, Emmanuel Wash-Vigneault, vous décidez de contacter la LNI pour voir les archives existantes. Oui. Et c'est ça qui... Moi, évidemment, je suis un fan d'impro. Moi, au secondaire, l'impro, ça a été vraiment important aussi pour sortir de ma coquille d'adolescent. Vous vous êtes tapé, donc, une belle période, malgré tout. Mais la LNI n'a pas tout gardé. Non, puis... Mais est-ce qu'elle en a gardé beaucoup? Vous avez regardé combien à peu près d'improvisation? À peu près 250 matchs. Des années 82 à 88, il y avait quelques matchs ici et là, spéciaux, des mondiales ou des matchs de 2004. Un peu vraiment isolés, anecdotiques ici et là. Mais moi, je me suis concentrée sur les années 80 pour voir si, justement, à partir du manifeste, il y avait quelque chose qui changeait. Et c'est ça qui est intéressant, parce que dans l'essai « Jouer sur le banc », vous avez des verbatims. Ouais. Ça, c'est drôle parce qu'on voit l'écriture aussi, parce que quand on lit une improvisation, on voit qu'il y a une écriture. Et évidemment, elle est dans le moment présent, mais il y a quelque chose d'écrit. Et là, les schèmes, je ne sais pas si c'est le mot utilisé, patriarcaux, se répètent. Exact. Dans les improvisations. Et c'est très fascinant. Les femmes ont de la difficulté, les joueuses, à sortir des archétypes habituels. C'est fascinant et c'est facile. Oui. Et on va
souvent vers la facilité quand le stress est très élevé, quand on veut performer, quand on veut gagner pour notre équipe. Des fois, notre envie d'invention s'est tassée pour la prochaine impro et puis on fait ce qu'on peut. Cela dit, dans le manifeste, vous demandiez aussi, en fait, vous constatiez que les gars sont beaucoup dans l'humour, on accepte difficilement d'aller ailleurs, on trouve souvent que les sujets féminins, c'est élevé. Puis on dit même aux filles, soyez pas élevées là, quand vous faites de l'impro. Ben oui, jouez avec la POC. Jouez comme nous, les filles. Pourquoi vous pouvez pas faire comme nous? Pourquoi essayez-vous d'être différentes? C'est fou, pareil. Vous êtes fatigantes, les filles. Mais cette dynamique-là instaurait aussi que les gars avaient donc le meilleur jeu, que le vôtre était pas le bon. Fallait jouer punché, fallait jouer drôle, alors que l'écriture, l'écoute n'était pas valorisée à ce moment-là. Ouais, c'est loin du théâtre, puis je comprends Raymond Cloutier et Pierre Bourgault aussi. Vous en parlez dans votre livre, Emmanuel, vous avez des citations très, très juteuses de Raymond Cloutier, puis il déteste l'impro. Puis lui, il en a fait pourtant dans le Grand Cirque ordinaire. Ben oui, ils en ont fait. Puis peut-être que si Paul Baillargeon puis Suzanne Garceau étaient invités ici, peut-être qu'elle dirait qu'il y a des fois où les gars les ont tassés sur le bord de la patinoire, de la scène dans leur cas eux aussi. Mais reste que l'argumentaire de Raymond Cloutier est très intéressant là-dedans. Oui, parce que ce qu'il conteste, lui, c'est la compétition. Oui. C'est le fait de devoir gagner, de devoir remporter des points, parce que il a des mots très, très durs pour parler de la patinoire en disant c'est comme une arène, les arènes romaines, où là, on décide du sort, on laisse la vie aux participants ou on les assassine. Donc, l'imaginaire est très, très fort. Mais moi, j'ai adoré cette posture-là de Cloutier parce que ça m'a fait découvrir des choses, moi, sur l'improvisation que je ne soupçonnais pas. Cette espèce de danger, en fait. Les joueurs et les joueuses se mettent en danger carrément. Ouais. D'ailleurs, il dit que le pire péché en impro, c'est d'amener quelque chose que le public veut pas. Un peu comme... Moi, je l'ai vu comme ça, un peu, parce que je trouve qu'il y a une réflexion un peu métaphorique du capitalisme, comme si une entreprise amenait un produit qu'on ne désire pas, ça fonctionnera pas. C'est un peu ça, dans le fond, le jeu féminin en impro est mal accueilli du public, parce qu'il faut quand même le dire, puis Emmanuel, vous le soulignez, le public a un rôle aussi là-dedans. Absolument. Pour le match d'impro, parce que l'improvisation théâtrale existe sous plein de formes. Aux États-Unis, c'est une toute autre forme. C'est pas juste la LNI, l'impro. Mais le match d'impro ne survit pas sans public qui vote. Que ce soit des formules pour cette équipe-là, ou ça passe ou ça casse. Ça devient insidieux parce que même si les joueurs ont envie de changer, ce qu'ils font, ce qu'ils offrent, le public a le vote final. Si c'est pas ça qu'on veut voir, on va faire d'autres choses ou on va revenir dans nos pantoufles puis offrir une blague facile parce que ça conquit plus rapidement le cœur de la foule. Et il y a cette idée-là de déplaire. Quand on parlait de grille d'analyse féministe, évidemment, en impro, j'imagine que s'il y a une espèce de double épée de Damoclès sur les joueuses, parce que déjà, dans la façon que le féminin construit, il faut pas déplaire. Et là, en plus, on a un public... Et rappelons, Sylvie Potvin, que les claques... Moi, je me rappelle, quand j'étais tout jeune, je trouvais ça bien drôle, mais c'est violent, là, recevoir une pluie de claques, là. En début d'une impro dramatique, là, c'est quelque chose. Oui, puis tu reviens sur le banc pendant qu'il nettoie la patinoire, puis là, tu es avec ton coach qui te dit... Tu vas retourner. Il faut que tu retournes. Alors là, vas-y avec un verbe d'action. Vas-y en nommant ton malaise. Puis là, tu te retournes, puis tu vas retourner. Puis tu vas peut-être en avoir d'autres claques encore. Ouais. Mais cette peur de déplaire, c'est quelque chose qui est analysé en études féministes. Oui, absolument, parce que c'est un rapport direct avec la séduction. Oui. Je donne à la personne ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite, ce dont elle rêve et tout ça. Alors, c'est un peu ce que Emmanuel évoquait, c'est le rôle tout-puissant du public. Là. J'aime ta proposition, je vote pour toi, je ne l'aime pas, tu t'éloignes de ce que moi j'attendais comme stéréotype, parce qu'il faut dire que le public, il est très conservateur. C'est de ça qu'on s'est rendu compte beaucoup aussi. On parlait de certains personnages, Emmanuel et moi. Il y a Daniel Palton qui avait créé une Centauresse, là, un personnage extraordinaire, mais ça prenait le talent, la fougue de cette joueuse-là pour réussir à frapper l'imaginaire du public, parce qu'elle l'a soutenu de façon extraordinaire. D'ailleurs, le verbatim, il est dans le livre. Oui. Donc,
si les filles s'éloignaient d'un certain type de personnage, là, à ce moment-là, c'est pas elles qui décrochent, qui ont des punitions pour décrochage, mais c'est le public qui décroche et qui ne vote pas pour elles, tout simplement. Ou c'est un refus du joueur. Parce que ça, Emmanuel, dans plusieurs impros que vous mettez le verbatim, on voit bien que les joueurs refusent les propositions des joueuses quand ça sort des rôles qu'on connaît, des archétypes féminins. Oui, comme l'histoire de Pierrette Robitaille qui était entrée dans le magasin de bonbons. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Exact. Donc, elle va rentrer en 3e entrée dans une boutique pour offrir ses services parce qu'ils ont exprimé qu'il manquait de personnel. Elle va venir offrir ses services. Puis les 2 joueurs vont la prendre chacun par un bras pour la ramener dans le fond de la patinoire, la sortir à 2 reprises dans l'impro. Ils veulent pas qu'elle vienne jouer. Fait que physiquement, la sortie de l'improvisation. C'est quand même quelque chose. Ouais. Mais Pierrette Robitaille, elle avait souvent à se défendre comme ça parce qu'il y a une autre improvisation où elle joue une gérante de snack bar qui montre à une jeune fille qui vient d'arriver comment trancher des oignons. Et là, arrive un joueur qui lui dit « Qu'est-ce que vous faites là, vous autres? Là, ça avance pas assez vite, il faut sortir les autres. » Il veut faire le patron. Il veut faire le patron. Mais elle avait clairement installé qu'elle était la gérante. Il y avait déjà un patron. Qui sait que t'es, avec le visage de Robitaille qu'on imagine très bien. Donc, c'est vrai, c'est un combat de tous les instants. Sylvie est là pour en témoigner. Mais c'est la même chose. Mais c'est pour ça, je veux quand même qu'on rappelle que oui, c'est des analyses d'improvisation, mais on veut aussi... On se rend compte que c'est comme ça dans la vie. Oui. Moi, j'avais toujours... Le leadership des femmes, je pense souvent, n'est pas reconnu et il y a ces joutes-là comme on les retrouve sur la patinoire. Oui, exact. J'avais toujours une crainte que ce soit un peu trop niché parce qu'on parlait des filles en impro. Finalement, l'impro, c'est tellement un microcosme de la société parce qu'on va interpréter les personnages qu'on connaît qui sont notre famille rapprochée ou nos collègues. C'est là-dedans qu'on va puiser, dans le commun. Puis le public se reconnaît aussi dans ces personnages-là, donc on continue à les interpréter. C'est une belle représentation sociale. Un bon exemple, c'est le territoire. Il y a une réflexion féministe sur le territoire depuis longtemps et en improvisation, c'est les mêmes schèmes, en fait. C'est-à-dire que une femme qui entre dans un territoire, dans un espace particulier, il y a toujours un risque. Et ça, c'est intégré chez les femmes. Les gars, on pense pas à ça. On peut se promener à peu près n'importe où, à n'importe quelle heure. On part pas là-dessus, ça me choque. Ah oui? Ben oui, mais c'est vrai. Oui, ce confort-là, cette aisance, le mansplaining. Le manspreading, là, je pense que d'avoir les appareils génitaux à l'extérieur, parfois, ça oblige à adopter certaines positions. Ça peut se contrôler. Mais les joueuses que j'ai interviewées m'ont dit... Ça dépend des individus. Mais c'est quand même intéressant. Les joueuses que j'ai interviewées m'ont dit on n'avait même pas de place sur le banc parce que les gars s'égenraient sur le banc. Donc, les filles n'ont pas de place physiquement pour s'asseoir, sont en retrait sur le petit banc. Le coach essaie de leur parler. Vous citez Hélène Laliberté, qui est une chercheure féministe. Hélène Laliberté, qui dit territoire dit violation possible. Et là, vous avez cherché, dans le fond, à savoir si le territoire fictionnel répondait au même pattern que l'espace public. Là, on a mis des gants blancs là, parce que transgression, viol de l'espace, on voulait pas tomber dans la facilité puis dire une fille qui saute sur la patinoire court le risque d'être violée. C'est pas ça du tout qu'on voulait dire. Mais ce qu'on voulait dire, par contre, c'est que une fille, comme vous l'avez mentionné, qui se promène à 11h le soir a plus de risque de se faire agresser. Bon, alors, cette peur-là, elle est un peu transposée avec la patinoire, parce qu'une fille qui saute sur la patinoire, elle investit un territoire masculin, Sylvie, vous l'avez dit. Et pourquoi dire un peu transposé? Pourquoi ajouter un peu? Elle est transposée sur la patinoire. Je mets des gants blancs. Attention. Puis moi, je les ai enlevés. C'est parfait. Je suis contente que vous les ayez enlevés. Je vais enlever les miens aussi. Donc, sauter sur la patinoire, c'est investir un territoire qui est dominé par les joueurs masculins. Donc, à partir de ce moment-là, il y a un risque par exemple, de faire en sorte que on ne prend pas... Tu mentionnais ça dans le livre, les filles vont se tenir dans les coins, ou ils vont pas occuper le territoire. Ils vont pas occuper la patinoire de la même façon que les joueurs. Ou alors les personnages masculins vont les tasser dans les coins. Oui, exact. Mais c'est vrai, les joueuses, même si elles commencent l'improvisation,
Ils ont carte blanche, là, mais déjà vont rester dans les côtés, dans le fond, s'asseoir sur le banc, sur le derrière de la patinoire. Ouais. Les gars arrivent sur la patinoire, se mettent au centre, en avant, avec une interaction presque directe avec le public, même si on rentre en mix avec une improvisatrice. Qui est derrière, parfois. Oui, on veut connecter par le regard, où est-ce qu'on s'en va les deux ensemble, puis il n'y a pas de lien qui est créé avec l'improvisatrice derrière. Puis ça se comprend jusque dans les années 50, la notion du privé et du public, c'était vraiment séparé entre les femmes et les hommes. Ça fait combien de temps? Ça fait 70 ans. On se le fait pas facilement. Dans l'histoire de l'humanité. Et on a beau se dire, on a fait notre chemin, on a fait les études qu'on voulait, on a eu des enfants ou on n'en a pas eu. Reste quand on part en imaginaire, quel que soit l'endroit où je vais installer l'improvisation, il va falloir que je parte. C'est votre taxi. C'est dommage, j'avais un début de bonne idée. Mais il était là. Oui, c'était là, c'est terminé. Comment l'imaginaire et la culture, en fait, c'est la culture millénaire, patriarcale, on s'en défait pas le temps d'une partie. Non, mais on est là pour contribuer au changement. C'est vrai. Petit à petit, en faisant des vœux avant de sauter sur la patinoire, sur l'improvisoire, avant d'arriver au match d'impro. Je vais changer ça, je vais changer ça. Des fois, ça marche un petit peu. Des fois, ça marche pas. Des fois, il y a des grandes victoires et puis on rit, on en rit, puis des fois, on pleure aussi. Ben oui. Ça. Merci, Sylvie. Merci à vous. De toute façon, dans la notion de territoire aussi, ce qui est intéressant, on a deux improvisations qui étaient très marquantes et qui nous ont beaucoup bouleversés. C'est que la conclusion dans la première, c'est que le personnage masculin amène le personnage féminin dans un antre et la tue. Oui, c'est ça. Et dans l'autre, c'est la même chose. Robert Gravel amène Sylvie Legault dans le sous-sol et il y arrive la même chose. Donc, la question de territoire, même si c'est pas juste l'improvisoire, la patinoire, c'est même dans l'imaginaire, les hommes sont plus portés à créer des endroits dangereux pour les personnages féminins, pour les piéger. Mais on insiste. Hein. C'est pas que c'est conscient, mais c'est là. Oui, exactement. Et c'est là sur 258 matchs. Oui, puis c'est fascinant aussi parce que... c'est pas un hasard, là. C'est pas anecdotique. Non, puis c'est fascinant aussi parce que l'espace, il n'existe pas pour vrai en impro. Mais les joueuses veulent tellement respecter les règles établies par Gravel qu'elles se plient aux conventions. On les enferme avec une porte menottée, une cadenassée qui n'existe pas pour vrai. Et elles y restent. Puis elles y restent parce que si elles s'en défont, ben là, elles courent le risque d'avoir une pénalité, d'avoir décroché du jeu. Il y en a qui le font, qui réussissent à l'intégrer dans le jeu. Mais des fois, ça arrive que le public est pas content, justement. T'es censé être morte, meurs. Si on revit, puis là, on est comme, on veut tout le temps revenir. Fait qu'il y a comme ce jeu-là aussi de la joueuse et son personnage qui cohabitent sur comment on s'en sort. Oui, et d'ailleurs, vous en parlez de l'agentivité, qui est un autre concept qui a été réfléchi de façon approfondie en études féministes et qui s'applique aussi en improvisation. Et là, il faut quand même faire la nuance entre l'agentivité de la comédienne et de son personnage. Oui, c'est ça. L'agentivité se décline en 4 étapes. Donc, réaliser qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, le refuser, prendre des actions concrètes, puis ensuite reformuler comment on va faire ça la prochaine fois, par exemple. Nous, on a pris la décision exécutive de dire les joueuses ont toutes passé l'étape 1. Oui, sont là. Elles le savent quand il y a quelque chose, c'est ça. Oui, dans leur vie personnelle, c'est des filles issues du mouvement féministe, elles savent qu'il y a un problème. Elles sont conscientes quand il y a une réplique sexiste, quand il y a quelque chose qui ne va pas sur l'impro, elles le savent. Là, c'est de voir est-ce qu'elles vont décrocher de leur personnage, qui est une pénalité pour dire ça n'a pas de sens ce qui se passe en ce moment. Joanne Fontaine le fait, là, beaucoup plus son pied à terre. Mais c'était son tempérament. Exact. D'autres joueuses vont essayer de le rentrer dans leur personnage pour s'en défaire, pour passer un message aussi. Mais ça montre comment c'est pas égal, parce que les joueurs sont obligés de faire ça. Là. Puis on le voit dans les verbatims des improvisations, comment les filles travaillent fort souvent pour juste rester dans l'impro avec leurs propositions à elles, alors que les joueurs, souvent, c'est même pas ça va être 2 gars des 2 équipes qui vont refuser
Ouais. C'est quand même particulier. C'est fascinant, vraiment. Mais les gars prenaient beaucoup plus de liberté. Même dans des improvisations qui étaient censées être dramatiques, ils arrivaient puis ils faisaient des blagues. Ils n'avaient pas de pénalité. Les filles, on est scolaire encore. Ouais. On n'ose pas désobéir au règlement. Ouais. Il va falloir qu'on apprenne à être un petit peu plus... anarchiste là, dans notre façon de faire. Puis c'est encore comme ça à la LNI. Ouais. Aujourd'hui? Oui, parce que j'avais parlé avec Pascal Renaud-Hébert, qui joue à la LNI, puis elle m'avait dit on s'assoit ensemble, on prend le temps de discuter sur ce qu'on veut qui change, puis tout le monde est d'accord, gars et filles, excellent, on va remettre le théâtre de l'avant, pas le punch, pas le rire à tout prix, pas rentrer à 10 secondes de la fin pour aller voler le point avec une bonne blague bien placée. Les mêmes discussions qu'il y avait dans les années 80, puis tout de suite, les gars, ils sont pas capables, ils reviennent tout de suite. Fait que c'est vraiment, vraiment difficile. Les filles suivent les règles qu'elles établissent en grands groupes, puis les gars les suivent pas. Mais là, vous me devancez, Emmanuel, mais parce qu'il y a une section du livre aussi où, parce que vous ne faites pas que revoir des improvisations, est-ce que les choses ont changé? Parce qu'il y a une partie dans votre, je pense que c'est le chapitre 5, où vous témoignez un peu de comment les choses ont évolué, parce que vous avez continué à jouer, vous jouez encore. Les années 90, entre autres, je pense qu'il y a eu un virage encore plus humoristique. Beaucoup d'humoristes de carrière se sont mis à faire de l'impro. Oui, ça, c'est une partie trouble et sombre, je pense, de la LNI, parce que quand Robert Gravel décède en 96, c'est Yvon Leduc qui va reprendre les rênes. Robert Gravel voulait que son jeu soit joué partout à travers le monde. Les droits d'auteur coûtaient 1 $. Yvon Leduc va les monter à 100 $, donc restreindre un petit peu. Puis Yvon Leduc va s'associer avec Juste pour rire à l'aube des premiers scandales de Gilbert Rozon, 98-2000. Puis oui, là, ça va devenir vraiment l'humour avant tout. On peut reprocher beaucoup de choses. En fait, il n'y a aucun reproche. C'est des critiques, là. C'est des critiques constructives, cet essai-là, mais dès le début... Vous le faites vraiment avec des pincettes, là. C'est pas rentre dedans. Puis parce que c'est un jeu que j'aime de tout mon cœur. Vous disiez aussi, ça l'a bâti votre adolescence. C'est la même chose pour moi. Mais reste que, dès le départ, on voulait des équipes mixtes. S'il y avait 8 joueurs, 4 gars, 4 filles, s'il y avait 6 joueurs, 3 gars, ça a toujours été ça. Puis ça change après la mort de Gravel, ça aussi. On n'aura plus la priorité d'avoir des équipes paritaires comme c'était le cas depuis le début. C'était son jeu, mais il voulait quand même que les filles soient là. Voilà. Fait que même si les filles avaient de la difficulté à trouver leur place, elles étaient sûres d'avoir des consoeurs avec elles sur le banc, même si les instances, arbitre, MC, stats, ça c'était go. Et ça aussi, on retrouve ça dans la société en général, la fille obligatoire. Oui, la fille, la token fille, la fille de service, comme on dit. On est encore là-dedans en impro? Moins en moins. Il y a quelque chose... Tu avais remarqué, toi, qu'au secondaire, c'est paritaire, mais dès que les filles grandissent, là, elles sont rendues à l'université, là, on a de la difficulté avec la parité parce que les filles sont appelées ailleurs, vont être... font d'autres choses. Oui, puis ils vont faire des enfants, alors qu'elle reste à la maison pour s'occuper des enfants, alors que le gars peut aller improviser. Oui, c'est ça, exactement. Puis ça, c'est toutes les activités parascolaires, au final. Il y a des études qui montrent que les filles abandonnent les activités parascolaires beaucoup plus que les gars. Puis là, il y a des hypothèses. La maternité en fait partie, la paternité. Puis au secondaire, au cégep aussi, c'est la séduction. Hein? On veut, tu le disais toi-même, puis on l'a mis de texto. C'est vrai? Oui, pour les équipes, on veut des filles cute et willing. C'est ça que tu dis. On veut des filles cute. C'est pas grave si elle n'est pas bonne. Elle est cute. Je pense. Mais ça a déjà été le cas dans la LNI des années 90, par exemple. Il y a des témoignages de Zumba Les Tourneaux, par exemple, qui en parlaient. Fait que ça a changé. Pas toujours pour le mieux. On s'est décroché du hockey. Il y a des choses. On a gardé le match, mais la fiction hockey, stats personnels. Il y a beaucoup de déclinaisons différentes aussi. Exact. Je pense que ça a été. Est-ce que ça a été salutaire? Parce que en ce moment, pour les femmes joueuses, de sortir du contexte hockey, 2 équipes qui s'affrontent, des fois il y a un maître de jeu qui va influer sur les impros, peut-être, qui va avoir une meilleure sensibilité à ces enjeux-là, féministes, ou en tout cas féminins. Mais vous, il y a une section où vous mettez... En fait, vous êtes mitigé sur, par exemple, les ligues non mixtes, les tournois avec juste des équipes avec des femmes. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça? Je pense qu'il faut passer par là pour arriver à d'autres choses, parce que les filles
qui font ces initiatives-là d'avoir des tournois entièrement féminins et des équipes entièrement féminines n'ont pas eu l'espace pour explorer ça. Donc, vont le faire, mais éventuellement vont dire ça peut pas être ça toute la vie. Il va falloir changer le cadre du jeu où on joue régulièrement. Fait que je pense que c'est une étape obligée pour se rendre compte il faut que le jeu il change. Et c'est les mêmes enjeux que dans le sport professionnel. Puis vous l'écrivez, les ligues féminines attirent moins de monde aussi. Exact. Oui, je pense pas qu'il y ait déjà eu des ligues féminines entières. OK, juste des tournois, parce que moi, j'ai déjà été DJ, je pense, pour le tournoi bénéfice de la Coupe Diva. C'est ça. Ça, c'est le tournoi féminin, exact. Qu'on salue, qui écoute la balado et qui est donatrice, je pense, depuis la saison 1. Et bonjour, une des seules arbitres, je pense. C'est vrai. C'est vrai, aux cravates, entre autres. Moi, c'est là que je l'ai connu. Donc, qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a une évolution quand même de l'impro aujourd'hui, comment les pratiquer et la place qu'on fait aux femmes? Je dirais ce qui a changé positivement, c'est de changer l'aspect de compétition, de retourner un peu plus vers le théâtre improvisé qui laisse plus de place. On a vu le Punch Club, par exemple, faire une ascension incroyable, mais c'est basé sur le street rap. Fait que ça aussi, ça laisse peu de place aux filles. Oui, c'est ça que j'allais dire. Ça doit pas être là que les filles tirent leur épingle du jeu nécessairement. Non, mais il y a le trio Suzy Bouchard, Anne-Élisabeth Bossé, Florence Lompré qui a quand même remporté plusieurs titres de championnat. C'était le seul trio entièrement féminin. Mais est-ce que... Parce que vous le dites aussi, Sylvie Legault, Sophie Caron se faisaient dire qu'elles jouaient comme des gars parce qu'elles étaient bonnes. Est-ce qu'on dit la même chose au Punch Club de Florence Lompré? De ce trio-là, non, je dirais pas. Bon, OK. Non, mais... Il y a une évolution. C'est ça, il y a une évolution, mais puis la LNI elle-même fait vraiment un effort d'avoir le match d'impro, mais plein d'autres options. La LNI s'attaque à la une, ou va explorer l'univers d'un dramaturge, d'un réalisateur. Puis là, on fait vraiment un retour à l'improvisation théâtrale, dans le sens où c'est même pas des improvisateurs de formation qui jouent, c'est des comédiens, des acteurs, des gens qui n'ont jamais touché au match d'impro. Raymond Cloutier doit être content. Je l'espère, je lui souhaite que du bonheur. Vous parlez des violences sexuelles, il faut quand même en parler parce que l'impro a été touchée, mais peut-être à rebours ou plus tard. Ouais. Ce qui est fou, puis vous le montrez très bien, Emmanuel, c'est qu'en impro, on dit oui. On dit oui. Quand on apprend à jouer, il faut dire oui à tout. C'est l'exercice que tout le monde apprend en premier. Oui et. Tu dois accepter la proposition. Et rajouter quelque chose. Et dans un contexte MeToo, c'est quand même bizarre. C'est Alexina Gilbert qui disait à un moment donné, elle dit c'est totalement illogique de recommander aux filles de dire oui alors qu'on leur apprend plutôt dans la vie la possibilité de dire non. Oui. On peut refuser, mais en impro, le message est tout à fait contradictoire. Et c'est même mal vu de dire non. C'est la pire chose en impro de dire non. Mais surtout s'il y a une autorité qui est l'arbitre qui te punit pour avoir dit non, qui envoie le message à la foule que c'était pas correct ce que tu as fait, donc qui va pas voter pour toi. Fait qu'on fait juste renforcer cette notion-là qu'on n'a pas le droit de faire. Comment on fait pour allier ça? C'est-à-dire moderniser l'impro? Ouais. Ça prend plus de filles arbitres. À la LNI, il y en a eu très peu. Là. Sylvie Potvin a mentionné Joanne Seymour dans les années 90. Je pense que Sophie Caron en fait quelques-uns cette année. Mais c'est vraiment pas la donne là, en général. Fait que je pense que ça prend plus de filles dans les instances, plus de filles sur les bancs comme entraîneurs. Quand on parlait comment cette étude-là, votre livre permet de réfléchir sur la société en général, c'est les mêmes constats. Oui. Puis si on parle des différences marquantes avec l'impro maintenant, c'est très structurel. C'est-à-dire qu'avant, on attendait des coachs et tout ça qui règlent les problèmes, alors que présentement, c'est sur la base que s'organise la résistance. Par exemple, Rudesse, il y a des belles... Rudesse qui est un regroupement. C'est un mouvement contre les violences à caractère sexuel en improvisation. Bon. Parce qu'il y avait ce problème-là. Oui, pendant la vague de dénonciation à l'été 2020, ça a frappé très, très fort le milieu de l'improvisation. Puis Rudesse s'est créé rapidement, l'initiative d'Alexina Gilbert, justement, dont on parlait, qui vient du milieu du travail social et de l'impro, bien entendu. Puis elles ont accueilli des confessions, dans le fond. Pas des confessions, des témoignages de joueuses, de joueurs aussi qui avaient vécu certaines choses. La majorité, je pense que c'est à 80% des témoignages qu'elles ont reçus étaient hors de la patinoire. OK. Beaucoup... Ça arrive sur la patinoire, ça peut arriver, ça peut être un prétexte. Ça arrive, mais on est peut-être moins porté à le dénoncer aussi quand on se fait prendre les seins sur l'improvisoire. Parce que le personnage appelait ça, puis bon, on l'accepte un peu mieux. Exact. Mais c'est beaucoup à l'extérieur et c'est un rapport d'autorité. Exact. Ça va être le coach
avec un joueur ou une joueuse. Exactement. C'est pour ça qu'il y a des choses des structures qui ont été mises en place. Tu parlais, toi, que tu étais chaperon, puis j'avais dit à Emmanuel pendant la rédaction, je trouve ça étrange de parler de chaperon en 2020. Il dit oui, mais mon rôle, c'est simplement d'être là pour écouter s'il y a des problèmes. Moi, j'ai suggéré qu'on change le nom quand même. Chaperon, ça évoque des choses bizarres. C'est ombudsman maintenant, si c'est mieux. On a changé. Je préfère. Mais ce que je voulais dire, c'est que vraiment, c'est que la structure, le port du bas, les structures mises en place pour contrer tout ça partent de la base. Donc, on n'attend plus après les instances, on s'organise. Ouais. Et ça, pour moi, c'est la grosse réussite, la grosse avancée en impro, puisque là, les joueuses et les joueurs s'organisent. On n'attend pas après les coachs et les directeurs de ligue, c'est pas ça du tout. Au contraire, on prend la situation en main. Et Rudesse, c'est une instance qui va très loin. Puis même, on pourrait avoir l'impression, il y avait ça dans une entrevue qu'on cite, là, c'est pas qu'il y a plus d'agression, par exemple, au Québec qu'en France, mais en France, on fait semblant de ne pas vouloir connaître le problème. Alors qu'ici, vraiment, on l'aborde de front. La porte d'Overton, je pense. La fenêtre. La fenêtre, oui. Mauvais charnière, mais la fenêtre d'Overton, donc qu'est-ce qu'on accepte en impro? Faudrait que ça reste une fenêtre. Faudrait pas que ça devienne une porte. Mais c'est qu'est-ce qu'on accepte en impro, justement, où on trace la ligne de OK, ça c'est allé trop loin, on le refera plus, ou même ce joueur-là pourra plus jouer chez nous s'il continue à faire ces choses-là. Souvent, ce qui est arrivé, c'est que les joueurs étaient des joueurs étoiles, donc on les garde, puis c'est aux filles qu'on demande de quitter la ligue ou qu'on ne reprendra pas l'année suivante, ou que par elle-même ne reviendra pas parce qu'elle se sent pas en sécurité. Parce qu'elle était V. Parce qu'elle était V, elle n'arrête pas de dire qu'elle se sent pas en sécurité ici, c'est fatigant. C'est ça. Fait que oui, il y a comme des dynamiques à changer, mais je pense qu'il y a une volonté réelle avec la pause obligatoire de toutes les ligues avec la pandémie. Le retour... Il y a eu une introspection de tout... Ouais. Le monde de l'impro a pu réfléchir puis revenir en force. Cette année, je pense que toutes les ligues ont repris, un peu l'année passée aussi avec certaines mesures sanitaires, mais je pense que tout le monde a vraiment une bonne volonté. Moi, comme improvisatrice de région, entre guillemets, j'aime beaucoup faire la distinction, ça sera pas pareil. À Montréal, il y a un grand bassin de joueurs, il y a plusieurs ligues, elles peuvent se permettre de mettre rapidement en place des instances puis se dire... Toi, va-t'en, tu ne reviendras plus. Mais en région, quand tu as une ligue dans la ville, puis tu as 16 joueurs, 4 équipes de 4, tu as une fille puis tu as une fille dans la ligue, ça m'est déjà arrivé d'être cette fille-là, ben c'est plus difficile, là, les instances. Puis oui, mais pourquoi? Parce que là, qui va venir de bas? Il faut donner le temps. Soyez indulgents avec les régions. Elles s'en viennent, elles vont suivre, elles veulent aussi, mais elles n'ont pas le même bassin de joueurs pour avancer aussi rapidement. Et on en parlait juste avant d'enregistrer la première prise. Vous jouez encore dans un contexte aussi qui est particulier. Oui, moi je joue à l'Acronyme, qui est une ligue à Ottawa, dans le Marché-Bail. Donc on est 50% joueurs québécois, 50% joueurs franco-ontariens. Est-ce que les impros sont dans les deux langues aussi? Non, seulement français. OK. Mais j'imagine quand même que la culture franco-ontarienne est quand même différente de la culture québécoise à certains niveaux. Est-ce que pour avoir joué dans d'autres ligues avant... Une insécurité linguistique, non? Aussi. Oui, mais l'impro, en fait, en Ontario français, puis là, je me fais un porte-étendard alors que moi, je suis québécoise, je suis de Gatineau, mais j'espère que mes amis vont être d'accord, mais... Écrivez-nous! C'est ça. L'improvisation en Ontario français, c'est hyper présent dans les écoles parce que ça oblige les jeunes à parler français. Fait que c'est une activité qui est hyper financée comparée au Québec, par exemple. Parce que fait que c'est très structurel, très, très, très organisé. Des fois, c'est obligatoire, mais il y a des tournois qui ont lieu pendant les journées d'école, tellement c'est gros, parce qu'on veut que les jeunes parlent français. Finalement, ça a remplacé les concours oratoires de ma jeunesse. Mais comme ça, les sports, on peut les organiser, mais ça n'obligera pas des jeunes francophones en milieu minoritaire à parler français. Fait que l'impro, c'est comme idéal pour ça. Mais il y a cette culture-là du vedettariat qui est... comme on oblige les jeunes à jouer, là, t'en as un qui ressort du lot, fait qu'on est comme, lui, on le fait jouer tout le temps. Fait que les autres vont devenir plus des faire-valoir, souvent des filles. Pendant qu'ils vont servir. On reconduit les pattes. C'est ça. Moi, c'est ce que j'ai observé. J'ai joué une saison à U-Ottawa, là, très rapide, mais c'est ce que j'observe. Il y a clairement
encore là une volonté de vouloir changer. Puis souvent, quand je parle, des fois, je donne des formations pour le secondaire, puis ils me disent « Ouais, mais il y en a plein de filles au secondaire. » Je suis comme « Mais êtes-vous capable de les garder? C'est ça. Est-ce que ces filles-là, arrivées à l'université, ils n'ont pas de cégep en Ontario, vont vouloir rester? » C'est ça aussi, on veut mettre en place une base pour les garder où elles se sentent à l'aise d'être là, d'évoluer comme joueuses. Est-ce que l'impro, on va terminer avec ça, l'impro est en santé sur le plan... Parce que moi, évidemment, j'ai quitté le réseau scolaire depuis longtemps. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est encore pratiqué, c'est encore... parce que, tu sais, je me rappelle, à la Ilénie, on avait déploré la disparition des matchs télévisés, puis ça allait avoir un impact à l'école. Les gens allaient moins vouloir jouer parce qu'on ne le voyait pas à la télé. Est-ce qu'on peut dire que l'impro est encore en santé? L'impro est en santé, très, très, très vivante. Quand j'enseigne en littérature, je dis toujours que les querelles littéraires sont très saines. La querelle du joual, c'était une bonne chose. Ça l'a fait avancer le milieu littéraire. J'ai l'impression que l'été 2020, ça l'a fait avancer les choses aussi. C'était sain, il fallait que ça arrive. C'est arrivé tard, mais c'est pas grave. Puis cet essai-là, c'est pas une tape sur les doigts non plus. Non. C'est pas une punition, c'est une grande lettre d'amour. Fait que je pense que oui, le milieu est en santé parce qu'il avance. S'il stagnait, ce serait pas une bonne chose. Mais la volonté est tellement là. Là, on va se donner un 5 ans pour voir si... Ça va au-delà de la volonté. Mais moi, j'y crois. Je suis très optimiste par rapport à ça. Ben, Emmanuelle Walsh-Vio, Lucie Joubert, merci d'avoir d'être venu nous présenter Jouer sur le banc, les filles dans le monde de l'improvisation. Et je répète, les gens à la maison, ne vous arrêtez pas au fait que c'est de l'improvisation, puis vous connaissez peut-être pas ça. Vous allez voir, c'est vraiment, c'est un essai qui m'a beaucoup, beaucoup plu et je m'attendais à rien en le recevant. Mais c'est ça, faut les lire, les livres. Et souvent, on fait de très belle découverte et c'en est une. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Bon, alors il y a un mois, on a introduit à la balado un nouveau collaborateur, Michel Labrec, et là, on va le retrouver au Chili. Bonjour, Michel. Bonjour, Fred. Comment ça va? Ah, mon Dieu, ça va très bien. Content de vous retrouver à la balado, enfin, pour une... je dis pas que l'autre chronique, c'était pas une vraie chronique, mais c'était comme juste une présentation du voyage que vous vous apprêtiez à faire. Là, ça fait 4 semaines que vous êtes au Chili. Un pays que vous connaissez quand même. Vous êtes déjà rendu là 3 fois dans votre carrière de journaliste. Mais là, je pense que le journaliste s'est donné du temps pour faire le touriste. Ah oui, évidemment, parce que c'est ça, un journaliste à la retraite, ça a plus de temps. Mais malgré le temps dont je disposais, Fred, j'ai même pas parcouru le tiers du Chili. Parce que c'est tellement long, le Chili. Ben oui. C'est étroit, mais c'est long. Long. Mais ce pays-là m'a émerveillé et étonné à chaque jour. Je vous parle de Santiago. En fait, je suis au 24e étage d'une tour à condo qui donne face sur la cordillère des Andes. Parce qu'on voit toujours la cordillère des Andes partout où on soit à Santiago. Alors, Santiago, c'est une métropole grouillante, intense, aussi avec un centre historique, avec des beaux édifices. Il y a beaucoup d'art de rue aussi, surtout dans les quartiers de Brasil et de Yungay. Il y a toutes sortes de quartiers branchés, un peu comparables à Rosemont ou au Myland. Le Barrio Italia, par exemple, qui n'a rien d'italien, hein, c'est plutôt un quartier cool. Et surtout, l'Astaria, où j'étais hier soir. Écoutez, on y trouve des punks, des LGBT, des artistes, quelques touristes aussi, dans une joyeuse symphonie de bars, de restos, de promenades. C'est un peu comme la Passeggiata en Italie. Tout le monde se promène. Il y a toutes sortes de modèles. Mais Santiago, c'est aussi, par exemple, son musée de la mémoire et des droits humains, un édifice magnifique, vitré, qui est dédié à l'infâme dictature du général Augusto Pinochet de 1973 à la fin des années 80. Mais ce dont je vous parle, c'est le Santiago aisé. Hein? Je dirais que c'est à peu près 30% de la population. Bon, vous êtes promené aussi du côté de Valparaiso, qui est une ville particulière. Valparaiso, c'est magnifique et c'est sale. Bon. C'est artistique et c'est prolétaire. C'est un festival d'art de rue à ciel ouvert. Il y a 45 collines à peu près à Valparaiso. Il y a beaucoup de bidonvilles, beaucoup de pauvreté. En fait, un ami que j'avais rencontré il y a quelques années, Rodrigo Gomez Rovira, m'a dit « Valparaiso, c'est un cri
permanent. Rodrigo, c'est un photographe qui a été primé à maintes reprises, qui a été encensé par le journal Le Monde pour un de ses livres. Il y a aussi le groupe féministe Las Tesis qui habite à Valparaiso et ça témoigne d'une montée très importante du mouvement féministe. Qui sont, attendez Michel, qui sont? Quel est ce groupe, Las Tesis? Las Tesis, ce sont des 4 filles qui ont créé une chanson qui s'appelle El violador es en tu camino. Il y a un violeur sur ton chemin. Et si vous allez si vous googlez ça, Fred, vous allez trouver des versions françaises, des versions italiennes, des versions. C'est un truc qui a enflammé les réseaux féministes. Ah, mais bon, c'est intéressant, ça. Ouais. Oui. Et donc, en bas des collines, il y a un centre-ville et un port plutôt glauque à Valparaiso. Ouais. Ça accentue les contrastes. Ouais. Et puis, vous faites 3-4 kilomètres à côté, et là, vous arrivez dans Viña del Mar, Concón. Ce sont des villes bordées de plages et de condos, où la vie ne semble pas trop désagréable si on arrive à gagner sa vie correctement. Une autre destination qui m'a vraiment fasciné, on a passé 5 jours avec mon fils et un autre ami, mon fils François, la vallée de l'Elqui. Écoutez, comparaison facile, imaginez une immense ferme hippie de 75 km sur la Lune. Ah, wow, mon Dieu, l'image est forte, ben oui, on la voit. C'est un endroit magique. Alors, il y a des montagnes faites avec des cactus très, très brunes. Et puis là, en bas, il y a plein de cultures de toutes sortes de choses. C'est un endroit vraiment étonnant. On peut y faire du vélo. D'ailleurs, on a fait une descente de 56 km. Ah ouais. Le paysage est tout simplement hallucinant. C'est un des endroits de la planète, d'ailleurs, où on voit le mieux les constellations et les planètes. On se rend compte, dans le fond, que le Chili, en lui-même, est presque un continent, même s'il n'y a pas la dimension d'un continent, mais... tout à fait. Écoutez, 4500 km de côte d'océan Pacifique. Ouais. Il y a 2 cordillères montagneuses. Alors, c'est comme un grand index majeur. Hein? Ah ouais. C'est étroit et c'est long. Et moi, ce que j'ai fait, c'était un peu dans le milieu. Mais si on allait plus au sud, là, il y aurait beaucoup plus de végétation. Ça ressemble un peu plus, mais différemment, parce qu'il y a des volcans au Canada, d'une certaine façon, aux Rocheuses canadiennes. Plus au nord, plus on va au nord, plus c'est désertique. Il y a évidemment des réserves fauniques extrêmement impressionnantes. Ben justement, là, je sais que vous êtes là en tourisme, mais je suis à peu près certain que le journaliste ne sommeillait pas trop sur le plan politique. J'imagine que vous avez observé des choses. Oui, puis même quand on est touriste, on a visité par exemple la réserve naturelle des pingouins de Humboldt. C'est une espèce de mini pingouin très sympathique d'ailleurs. Tous les pingouins, Michel, tous les pingouins sont sympathiques. Mini ou gros, ils sont tous sympathiques. J'ai l'impression. et alors on trouve là aussi des tas d'oiseaux, des lions de mer. Écoutez, le guide nous a dit les lions de mer mangent, se reproduisent et dorment. Ah, mon Dieu. Ça me paraît un pas si pire programme. Mais voilà, la politique arrive. Au détour de cette visite-là, tout à coup, le guide nous dit il y a un méga projet minier qui risque de s'installer tout près et ça risque de massacrer tout cet écosystème-là. Parce que les bateaux qui vont arriver, c'est des îles et tout ça. Et évidemment, c'est une entreprise qui appartenait à l'ex-président de droite, Sébastien Piñera, qui souvent, ce monsieur fait valoir que l'économie est plus importante que la vie de quelques pingouins. Ah, ça nous dit quelque chose ici, ça, ce discours-là. Il est quand même pas seulement présent en Amérique du Sud. Oui, pingouins, belugas. Voilà. mais la population locale ne veut pas de cette nouvelle mine de cuivre. Alors, c'est passionnant de visiter ces parcs nationaux-là. Il y en a beaucoup. En ce moment, les employés sont en grève parce qu'ils disent qu'on ne leur donne pas assez de moyens de salaire, mais aussi de protéger adéquatement ces lieux. À chaque place où on va au Chili, ce côté politique, ces inégalités, ça ressort partout dans le pays. Et là, en 3 ans, on le sait, le Chili a vécu un grand brassage politique. Ici même, à la balado, on en a parlé dans les 2 dernières années. Bon, là, ça s'est terminé avec un rejet d'un nouveau projet de constitution il y a quelques mois. Et là, j'imagine que c'est quelque chose qui vous intéressait aussi, puis vous avez peut-être même réussi à parler à des gens qui ont une position, une opinion, comment ils ont vécu ça. Parce que c'est quand même un gros brassage politique quand on parle d'une proposition d'une nouvelle constitution. Oui, tout à fait. Fred, on va essayer de faire ça court, là, mais je vais refaire un petit film des événements
révolution sociale en octobre 2019 contre les inégalités, les sortent dans la rue, des gens sortent dans la rue. On se rappelle, partout. Michel, on se rappelle à l'époque, c'est une augmentation du prix du transport en commun qui avait déclenché du métro. Oui, voilà. Oui, du métro. Alors, suite à ce mouvement-là, les autorités politiques disent d'accord, on va changer la Constitution qui date de l'époque de Pinochet. Alors, le référendum approuve le changement. Après ça, on élit une assemblée constituante. Et après ça, en décembre dernier, décembre 2021, on élit un jeune président de gauche, Gabriel Boric. Alors, tout semblait amener le Chili un peu inévitablement de la droite vers la gauche. L'idée, c'était de transformer le Chili d'État très, très néolibéral en État-providence. Tout ça semblait logique et tout à coup, tout est devenu illogique alors que le projet de nouvelle constitution a été rejeté à grande majorité. Là, c'était même pas proche. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ben voilà. Alors, première explication, Xavier Altamirano, quelqu'un que j'admire beaucoup pour son esprit politique, vit ici, il a grandi à Montréal, il dirige aujourd'hui une fondation qui appartient à l'ex-présidente socialiste Michelle Bachelet. Alors, autour d'une bière, il m'a donné sa version des faits qui a été corroborée plus ou moins par beaucoup d'autres personnes à qui j'ai parlé. Évidemment, on reste journaliste, il faut corroborer des versions. Oui, évidemment, oui. Alors, l'Assemblée constituante, qui était d'ailleurs en passant égalitaire homme-femme, ce qui était pas mal, avec une portion importante d'indigènes, cette Assemblée-là avait été portée par une vague anti-politicien. Xavier Altamirano me dit l'Assemblée constituante, en un an de travail, s'est graduellement déconnectée de la population, si vous voulez, malgré des consultations qui ont été faites sur le terrain. Et comme c'était souvent beaucoup de participants des militants d'une seule cause, l'environnement, les animaux, l'homosexualité, ben, ils ont accouché d'une constitution indigeste de 525 articles. Un diplomate m'a aussi dit, écoutez, il y a eu, depuis le mouvement social, il y a eu la pandémie, et il y a eu un glissement des priorités. Oui, les gens veulent des meilleures retraites parce que les retraites ici sont abominablement basses. Ils veulent un meilleur système de santé, mais des problèmes économiques, l'augmentation de la délinquance, l'insécurité, ça a aussi pris beaucoup d'importance. Et les médias de droite, parce que la plupart des grands journaux ici, des grands réseaux de télévision appartiennent à la droite, ont aussi lancé une campagne contre ce nouveau projet de constitution en faisant croire, par exemple, que l'article qui dit le droit au logement est fondamental, ça va interdire la propriété privée, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais non. Mais voilà, on est parti dans cette espèce de délire. Mais écoutez, pour avoir parlé à des gens, par exemple, à Valparaiso, j'ai rencontré un Mapuche, son père est Mapuche, sa mère est une Chilienne blanche. Et on aurait pu penser que lui aurait facilement voté pour ce nouveau projet de constitution. Ben non, il a voté contre. Un autre jeune Chilien barbu, fantastique d'une agence de voyage avec qui j'étais dans la vallée de l'Elqui, lui aussi a voté contre la Constitution, même si c'est quelqu'un de plutôt à gauche, parce qu'il y avait cette idée, Fred, d'un État plurinational. C'est comme... Et bon, ça a été accepté en Bolivie, en Équateur dans les 10 dernières années, mais c'est pas passé au Chili, malgré le fait qu'il y ait peut-être 10-12% d'habitants autochtones. Les gens se sentent d'abord... C'est étonnant, ça? Oui, mais moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit, vous voyez, même ce Mapuche à moitié, si je peux dire, m'a dit, moi, je suis d'abord chilien, je suis Mapuche ensuite. Alors, ils ont peut-être mal réussi à vendre ça, l'État plurinational, ça n'a pas passé. Alors, tant et si bien que là, on va tenter de quand même changer la foutue constitution de Pinochet, qui est encore là, mais cette fois probablement dans un cadre de parti politique. Alors, on va laisser faire la constituante et on va essayer, mais bon, c'est pas gagné. Et là, vous l'avez dit tantôt, le nouveau président de gauche, 36 ans, et là, il y a des erreurs de jeunesse de ce nouveau gouvernement qui ont émergé dans les médias. Oui, parce qu'il y a beaucoup... Écoutez, c'est vraiment une révolution de jeunes. Hein? Il y avait beaucoup de ces gens-là. On pense encore une fois inévitablement à notre Gabriel Nadeau-Dubois. C'était d'anciens leaders étudiants en 2010. Alors, il y avait son ami
Jackson, son ami Sichel, ils ont tous le même âge. Ils avaient des gros ministères, une à l'intérieur, l'autre c'était comme le chef de cabinet principal. Ouais. Et après quelques mois, Boric est encore là, mais les autres sont partis ou sont allés dans des ministères plus petits. Okay. Parce que c'est beau d'être jeune, d'avoir des idéaux, mais si on comprend pas la machine politique, si on sait pas comment fonctionner, dans le système, ben ça se passe pas si bien. Ouais. Alors, il y a beaucoup de gens maintenant plus expérimentés qui sont entrés dans ce gouvernement, beaucoup issus d'ailleurs du parti de l'ex-présidente Michelle Bachelet, le Parti socialiste. Alors, espérons qu'il se passe des choses. Il y a des réformes difficiles qui s'en viennent. Là, ils vont essayer de s'attaquer au régime de retraite qui, comme je vous le disais, est assez épouvantable. Famélique. Ils vont essayer... Oui, mais là, il faut dire aux gens des choses pas faciles à dire. Par exemple, il faudrait que qu'on augmente vos impôts si vous voulez un système de retraite, un système de santé plus juste. Parce qu'ici, je connais un prof d'université, Fred, qui paye 7% en impôts. Et au final... Si un prof d'université paye 7% d'impôts, imaginez l'industriel. Oui, avec l'évasion fiscale. Ouais. Et parlant d'industriel, Fred, tu mets le doigt sur le bobo. On entend extrêmement souvent ici l'expression « les propriétaires du pays dominent tout ». Alors, qui sont les propriétaires du pays? Ben, ce sont une vingtaine de familles chiliennes qui possèdent la presque totalité de l'économie chilienne, qui se considèrent souvent comme au-dessus des lois et qui, dans la pratique, sont assez souvent au-dessus des lois. Et quelle que soit l'idéologie du gouvernement qui est en place, qu'il soit de gauche, de droite, de centre-gauche, tant qu'on n'atteint pas les privilèges de ces grandes familles, je suis pas sûr que le Chili va arriver véritablement à se transformer. On termine avec l'aspect culturel parce que je sais que c'est aussi quelque chose qui vous interpelle énormément quand vous voyagez. Et là, j'imagine que vous êtes servi au Chili. Oui, j'ai manqué des trucs, par exemple. Vous voyez, Mon Laferte, peu connue chez nous, c'est une chanteuse chilienne assez extraordinaire qui vit maintenant au Mexique, qui marie la musique traditionnelle avec le rock, le blues, le hip-hop, très pro-avortement, très militante. Évidemment, on peut pas passer à côté de Pablo Neruda. Hein? Pablo Neruda, c'est le grand poète, prix Nobel de littérature, qui possède 3 résidences extraordinaires, dont une à Isla Grande, qui est un peu au sud de Valparaiso. C'était sa résidence principale. C'est hallucinant d'aller là-dedans. Il y a plein. C'est un homme qui collectionnait plein de choses. Et c'est un homme qui résonne toujours très fort au Chili, malgré le fait que, bon, comme beaucoup de gens de son époque, il y a eu maintenant le mouvement, moi aussi, le rattrape. Il est décédé maintenant, mais bon, c'était pas simple. Et Gabriela Mistral, ben, elle a aussi gagné le prix Nobel de littérature. Elle est aussi poétesse chilienne. Mais on en parle beaucoup moins, j'avoue, parce que c'est une femme. Et il y a ici un centre à Santiago qui porte son nom, où il y a plein de spectacles gratuits. J'étais là hier, des expositions. C'est un lieu fantastique, ébullitionnant. Et hier, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui est devenu un peu un ami, Ismaël Odo. C'est un artiste-chanteur dont j'ai fait le portrait à Radio-Canada l'an dernier. Si vous êtes curieux, vous pouvez googler ça. Ismaël, il a été élevé en France parce que son père, Willy Odo, c'était le chanteur principal d'un groupe emblématique d'appui à Salvador Allende qui s'appelle Quilapayún, qui existe toujours d'ailleurs. Et voilà. Et puis, alors, Ismaël, maintenant, il chante avec Quilapayún toujours. Il a pris la place de son père, finalement. Et il a aussi une carrière d'artiste solo. Il marie toutes sortes de genres, le hip-hop, la musique traditionnelle, toutes sortes de choses. Et il me lance un appel parce que Quilapayún devait venir au Québec et au Canada récemment. La tournée a été annulée. Si jamais un producteur serait intéressé à produire Quilapayún pour une tournée genre Montréal, Québec, Ottawa, Toronto, ben, je lance l'appel. Hey, Michel Labrec, merci. Vraiment passionnant. J'ai déjà hâte de vous entendre dans quelques semaines en direct d'Argentine.
Un grand plaisir de partager tout ça oui. de façon un peu éparpillée, mais c'est parfait. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Merci Michel, à bientôt. Ciao, ciao. Alors voilà ce qui conclut ce 8e épisode de la balado. Merci à tous ceux qui ont participé à l'épisode cette semaine. Hélène Faradji, bien sûr, Michel Labrec du Chili, et encore une fois, merci pour leur compréhension aux 3 femmes qui sont venues parler du livre Jouer sur le banc, Emmanuelle Walsh-Villot, Lucie Joubert et Sylvie Potvin. Ça m'a traumatisé, cette bourde-là. Mais il fallait que ça arrive, visiblement, que l'enregistrement cheese, comme on dit. Mais bon, on a réussi à faire une bonne entrevue. Je veux, comme pièce pour terminer cet épisode, cette chanson, je reprends la balle au bon de Michel Labrec avec le collectif L'Asthésis parce que ça m'a vraiment interpellé. Puis on en a parlé succinctement pendant l'épisode, pendant sa chronique. Et il y a une chanson qui existe sur la démarche, en fait, L'Asthésis, qui est un groupe féministe qui a décidé, en fait, de recourir à une mise en scène originale. Là, je vais citer un article du Courrier international. Recourir à une mise en scène originale pour diffuser des thèses, des messages féministes, mais dans le fond, dans un contexte pour que le grand public décloisonner un peu la pensée féministe. Donc, mettre en scène les thèses d'auteurs féministes, telle la proposition du collectif L'Asthésis, d'où son nom, les thèses. Donc, on parle, entre autres, d'une chanson que je vais vous faire entendre, mais ce concept-là a été repris dans plein de villes partout dans le monde, des femmes, les yeux bandés, qui ont déclamé des paroles pour dénoncer les violences sexuelles. Puis je trouvais que c'était doublement intéressant de mettre cette chanson-là cette semaine, avec tout ce qui s'est passé autour du backlash de l'histoire de Julien Lacroix. Vous l'avez entendu tantôt. On va y revenir la semaine prochaine, à tête un peu plus reposée. Mais je trouvais particulièrement pertinent de mettre cette chanson-là, qui est vraiment bonne, en plus, musicalement, avec un message percutant. On se laisse avec L'Asthésis et cette pièce coup de poing, Un violador en tu camino, et on se retrouve la semaine prochaine.